Bien, moi, je suis très heureux d'introduire cette petite séance d'approfondissement sur un dossier qui est évidemment d'actualité. On parle dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de conseils d'administration de nos différentes structures. On parle de l'enjeu de la facturation électronique. Je voulais simplement, moi, juste préciser que pour Octeo, accompagner ses adhérents dans tout ce qui touche au numérique est la mission de base, et que sur cet enjeu en particulier, nous serons présents. Nous avons déjà investi ces questions de la dématérialisation, de l'archivage numérique des documents avec des dossiers historiques. On avait Ilopé, c'était le tout premier, ça remonte déjà, je pense, à plus d'une dizaine d'années, peut-être des précurseurs presque, qui a été déployé dans un certain nombre de nos structures, chez nos adhérents. On a eu ensuite ClassDoc. Aujourd'hui, on a Dématagri et la question de la facturation électronique est un des éléments. Enfin, moi, je ne vais pas faire le webinaire avant. Je vais laisser la parole à nos 2 expertes, pour le coup. Je ne vais pas faire la présentation avant, mais la facture électronique est une des briques et un des enjeux importants qui va toucher toutes les entreprises. Alors, certaines y ont déjà peut-être un peu réfléchi, certaines ont déjà certainement été contacté par des prestataires parce que c'est un tel enjeu il y a un peu du monde qui se bouscule pour venir apporter sa solution, la meilleure solution. Moi, ce que je peux vous dire, c'est simplement, c'est que pour Octeo, et vous allez le voir dans la présentation, il y a une question de cohérence d'ensemble entre les applications métiers, les services que nous, on peut déjà vous apporter, les outils, les logiciels qu'on vous met à disposition, et l'intégration de l'enjeu de la facturation électronique. Voilà, j'en ai assez dit. Je pense que c'était bien de faire un point aujourd'hui à date. Je pense que sur ce sujet, on va se revoir. Je suis même certain qu'on va se revoir parce que, il y a encore des choses qui ne sont pas définitivement calées. L'État, lui-même n'a pas tout encore défini. Je vois Aurélie qui opine du chef là, c'est aujourd'hui, on est encore entre 2 zones, une période un peu de flottement, mais il y a quand même des basiques qu'il faut connaître et je pense que pour vous, qui nous suivez, et je suis très heureux de voir une très bonne participation. C'est un vrai enjeu qu'il faut commencer à prendre en main. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la parole, Aurélie et puis Marie. Merci Michel. Je vous propose du coup de commencer. Alors, ce webinaire, finalement, il se veut très concret. On va parler vraiment pratique. On va tenter de répondre aux questions que la plupart des entreprises et des organisations se posent aujourd'hui autour de la facturation électronique. Et donc, à l'ordre du jour, on commencera par un rappel du contexte de la facturation électronique. On tentera de répondre à la question « Qu'est-ce qui va changer pour votre organisation ?» Et puis, bien sûr, on vous donnera des pistes, des solutions, en tout cas des actions à mener pour vous préparer et puis anticiper, bien sûr, la réforme. Donc, pour commencer, quel est le contexte de cette réforme liée à la facturation électronique? Cette réforme publiée dans l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022. L'État a formulé un certain nombre d'objectifs liés que la facture électronique devait permettre d'atteindre. Eh bien, le premier objectif, c'est bien sûr d'améliorer la détection de la fraude. C'est plutôt un objectif pour l'État, celui-ci. Le deuxième objectif, c'est de diminuer les délais de paiement, puisqu'on va essayer de fluidifier les flux de factures et comme on saura en temps réel où on en est des paiements, eh bien peut-être que les organisations seront plus tentées de payer dans les délais qui leur sont donnés. Troisième objectif, c'est finalement, grâce à ce pas dans la dématérialisation, de gagner en productivité. Donc là, ce serait plutôt un objectif pour les entreprises et les organisations. Finalement, d'automatiser, de fluidifier les flux d'informations, eh bien, on va gagner du temps. Pour l'État, l'objectif, c'est aussi d'améliorer sa connaissance en temps réel de l'activité des entreprises. Puisqu'ils auront accès, comme vous le verrez, à un certain nombre d'informations liées aux transactions et au paiement des factures sur l'ensemble du territoire. C'est le premier pas vers le pré-remplissage des déclarations TVA.
Donc ça va faire être un grand changement pour tout le monde. Et puis, parce qu'il n'y a pas que la France qui est impliquée dans la dématérialisation des factures, le but, c'est aussi d'aller vers un système unique de facturation dématérialisée dans l'Union européenne. D'autres pays ont déjà emboîté le pas, comme l'Italie, par exemple, le Portugal. On n'a pas forcément exactement le même modèle, mais en tout cas, l'idée est que l'État puisse accéder aux informations de facturation des entreprises. Alors, cette réforme, finalement, qui sont les concernés? Eh bien, aujourd'hui, ce sont tous les assujettis à la TVA qui sont établis, domiciliés ou ayant résidence habituelle en France. Ce sont les assujettis, même ceux qui ne sont pas redevables de la TVA. Il faudra quand même transmettre des informations à l'administration fiscale. Ça représente 4 millions d'organismes, ça peut être des entreprises, des associations, des organismes, peu importe leur taille, ça peut même être des artisans et des indépendants. Maintenant que l'on sait qui est concerné, quel calendrier l'État a prévu de suivre? Donc là, aujourd'hui, nous sommes en presque un an jour pour jour avant le début de la mise en place de cette réforme. Au 1er juillet 2024, la très grande étape qui va concerner finalement tout le monde, c'est la réception des factures sous format électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'ici et encore maintenant, la norme, c'est la facture papier. C'est celle qui a une valeur légale. Et aujourd'hui, si un client ne vous donne pas le consentement pour que vous dématérialisez ces factures, eh bien, vous devez quand même lui envoyer sous forme papier. Eh bien, cette norme, elle va complètement se basculer, puisqu'à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation d'accepter les factures au format électronique. Donc ça veut dire que, eh bien, progressivement, à partir du 1er juillet 2024, les factures que vous recevez aujourd'hui, peut-être par mail ou par papier ou via des extranets, par exemple, eh bien, vous allez commencer à les recevoir sous format électronique depuis une plateforme. On reviendra sur ce terme. Ensuite, le calendrier va s'étirer jusqu'au 1er janvier 2026. Et au 1er janvier 2026, toutes les entreprises, même les TPE et les PME dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, devront être dans l'obligation d'émettre cette fois-ci leur propre facture client sous format électronique. Et donc, cette émission, finalement, elle va se distinguer sous deux formes. C'est des gros mots que je vais tenter ensuite de dédiaboliser, e-invoicing et e-reporting. Donc, c'est bien l'obligation de transmettre à l'administration fiscale des données de facturation. Donc, finalement, si je résume, 1er juillet 2024, on reçoit, et après, on a du temps jusqu'au 1er janvier 2026, mais à partir de 2026, toutes les organisations devront, finalement, tous les flux de réception et d'émission se feront sous format électronique. De manière très concrète, qu'est-ce qui va changer dans mon organisation? Eh bien, tout d'abord, tout le monde aura un certain nombre d'obligations à respecter. La première, et la plus flagrante, c'est le fait qu'il n'y aura plus du tout de transmission directe des factures entre le fournisseur et les clients. Les factures, sous format électronique, devront forcément passer par une plateforme. Donc, il en existe deux types. Soit la PPF, la plateforme publique de facturation, soit une ou plusieurs PDP, ce qu'on appelle les plateformes de dématérialisation partenaires qui seront immatriculées par l'État. J'en dis pas plus pour l'instant parce qu'on va vraiment rentrer dans le sujet des définitions après. Donc, premier aspect, je dépose et je réceptionne mes factures depuis une plateforme. Ensuite, il y aura des obligations qui sont l'e-invoicing, ça veut dire c'est la transmission de mes factures lorsque mes clients sont du B2B localisé en France. Et puis, si j'ai des clients qui sont B2C ou si j'ai des clients qui sont B2B mais à l'international, eh bien là, j'aurai obligation de transmettre les informations par e-reporting, puisque finalement, il n'y aura pas forcément de facture. On n'émet pas forcément une facture pour un client particulier, par exemple. Et la dernière obligation, c'est au-delà de
du document de facture, ça va être de transmettre à l'administration le statut du cycle de vie de la facture. Ça veut dire que la facture, entre le fournisseur et le client, elle va être approuvée, elle va être reçue, elle va peut-être être refusée, le paiement va être encaissé par le fournisseur. Toutes ces informations-là, je vous détaillerai tout ça après, devront être communiquées à l'administration fiscale. Donc, rentrons un petit peu plus dans le sujet maintenant. Quelques définitions. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. La première définition, finalement, c'est le PPF, ou portail public de facturation. C'est le petit frère de Chorus Pro, pour ceux qui connaissent un petit peu aujourd'hui, qui travaillent avec le public. C'est l'opérateur public qui va offrir des services d'échange de factures gratuits, donc ça c'est hyper intéressant, et qui va concentrer toutes les données de facturation et de e-reporting. Et c'est le PPF qui va faire le lien avec l'administration fiscale directement. Ensuite, vont graviter autour de ces plateformes les opérateurs de dématérialisation. Ce sont des prestataires qui proposent des services numériques de dématérialisation des factures, qui vont offrir de la valeur ajoutée en plus de ce que peut déjà offrir peut-être le PPF ou une PDP. Et pour finir, justement, qu'est-ce que c'est qu'une PDP? C'est une plateforme de dématérialisation partenaire. Partenaire, pourquoi? Parce que c'est un partenaire tiers de confiance de l'État. Donc derrière, ces plateformes seront auditées et immatriculées par l'État. Et en gros, leur rôle, c'est de faire exactement ce que fait le PPF, mais comme elles seront privées, elles pourront peut-être proposer des services supplémentaires. Et puis, la différence qu'il y a avec le PPF, c'est que les PDP auront en plus cette capacité, ce droit même, de transmettre des factures directement aux clients. Peut-être que par un schéma, ce sera plus simple. Je vous propose ça tout de suite. Alors, le schéma le plus simple, on va dire, pour débuter, c'est un fournisseur A qui va devoir émettre ses factures et les déposer sur le portail public de facturation, le PPF. Peut-être via un OD, c'est facultatif, mais si ça peut l'aider, pourquoi ne pas l'utiliser? Et le client A va venir récupérer ses factures fournisseurs depuis le PPF, peut-être lui aussi via un opérateur de dématérialisation qui va automatiser un certain nombre d'échanges. Donc ça, c'est le flux le plus simple. Et charge au PPF finalement de communiquer directement avec l'administration fiscale pour demain faire le pré-remplissage de la TVA, etc. etc. Ici, vous voyez un petit annuaire. Eh bien oui, parce qu'en fait, le but, c'est que quand le PPF reçoit une facture de la part d'un fournisseur, il faut bien qu'il sache, ah bah tiens, ce client, lui, il va venir la chercher sur le PPF. Ou peut-être, et ça c'est la deuxième possibilité, les clients vont peut-être passer par des PDP. Donc là, je vous donne un autre exemple. Un fournisseur B qui va plutôt déposer sa facture sur une PDP de son choix. Cette PDP, et c'est là la différence avec un PPF, va peut-être transférer directement à la PDP du client la facture et a bien sûr l'obligation de faire suivre ces flux de factures au PPF. Vous pouvez aussi très bien avoir un fournisseur B qui a une PDP et qui envoie vers le client A qui, lui, n'a pas de PDP. C'est aussi possible dans ce sens-là. Donc finalement, quelle est la grande différence entre passer par la plateforme publique ou passer par une plateforme privée? La différence, c'est que la plateforme privée, comme elle a le droit de faire ce lien en fait entre les deux, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, non, je ne pense pas que vous le voyez, entre les deux PDP, en fait, elle va peut-être offrir des avantages que certaines grandes entreprises aujourd'hui ont déjà, c'est-à-dire que des grands groupes utilisent déjà la facture électronique via l'EDI, par exemple, pour communiquer des informations à leurs clients. Eh bien, la PDP, finalement, aura obligation de transmettre les données obligatoires au PPF, mais via ce flux que vous voyez horizontal entre les deux PDP, elle pourra transmettre plus d'informations. Et ça, c'est l'avantage, finalement, de ne pas perdre le lien privilégié qu'il y avait entre un fournisseur et un client. Par contre, si aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la situation où, classique, vous fournissez la facture et vous voulez vous mettre aux normes de cette nouvelle réforme, le PPF fait très, très bien le travail et en plus, c'est gratuit. Donc, si on fait
si on répond un petit peu à la question comment choisir demain sa plateforme, eh bien, c'est une plateforme qui va répondre à vos besoins. C'est-à-dire, soit vous choisissez la plateforme publique gratuite qui va faire tout le minimum de ce que vous allez avoir besoin, soit vous passez par une plateforme privée de dématérialisation et là, vous allez avoir du service complémentaire, on va dire payant, bien sûr, pour compléter son offre. Voilà. Et à ça s'ajoute la possibilité de passer par un opérateur de dématérialisation qui va vous aider à automatiser, qui va peut-être s'adapter par rapport à vos outils existants et qui va faire le lien entre vos logiciels et le portail public de facturation. Et puis, dernière possibilité, vous n'êtes même pas obligé de choisir qu'une seule plateforme. Vous pouvez, en fonction de vos besoins, en choisir plusieurs. Et grâce à un routage qui sera effectué dans l'annuaire central, vous pouvez gérer l'adressage de vos factures. Je vous donne juste un petit exemple pour illustrer tout ça. Vous avez 2 sites. Chacun de vos sites va gérer à son propre SIRET et a peut-être pas forcément les mêmes logiciels. Le fait de faire la comptabilité n'est pas faite pareil. Et bien peut-être que vous pouvez dire les factures qui sont adressées à tel site, à tel SIRET, je les veux sur le PPF et les factures de mon site numéro 2, je le veux sur tel PDP. Donc ça s'adapte plutôt bien. Voilà. Autre question fondamentale, qu'est-ce qu'une facture électronique ? Finalement, la définition qui est donnée aujourd'hui, c'est qu'une facture électronique, c'est une facture qui permet de dématérialiser le processus de facturation de bout en bout. Création, transmission, réception, intégration dans la comptabilité et ensuite archivage. Autrement dit, une facture électronique, elle doit être émise, transmise et reçue sous un format électronique. Et qu'est-ce que c'est un format électronique ? Eh ben, on va commencer par ce qui n'est pas un format électronique. Le PDF simple, comme on peut le recevoir par email, par exemple, c'est un format électronique, mais qui n'est pas structuré. Ce que vous recevez par mail juste en PDF, même si ce n'est pas un PDF A qui ne contient pas de métadonnées non plus, ce n'est pas une facture électronique. La facture que vous avez scannée, non plus, ça ne fonctionne pas. La facture électronique, c'est une facture qui correspond à un des 3 formats structurés acceptés par l'administration, donc par les PPF et les PDP. Il y a 3 formats. Facture X, que je vais vous détailler parce que c'est le plus commun. UBL, qui est assez utilisé par les industriels. Et C2I. C2I, c'est aussi très utilisé dans l'industrie et qui forme une base aussi pour Facture X. Facture X, c'est un format qui est défini selon une norme, EN 16931. C'est un format qui va continuer d'évoluer. Je vous donne juste un exemple. Michel, tout à l'heure, l'a dit. Il y a des choses encore qui vont évoluer. Ben ça fait partie de ces quelques caractéristiques de la facture électronique sur lesquelles on va continuer de faire la veille. Aujourd'hui, quand on fait une facture X, il n'est pas possible de facturer plusieurs commandes ou livraisons avec des lieux de livraison différents en une seule facture. Par exemple, vous livrez plusieurs produits à une adresse 1 et 2, ça ne peut pas tenir en une seule facture X. Donc, ils sont en train de réfléchir comment adapter ce type de cas d'usage. Et donc, aujourd'hui, une facture X, c'est un PDF qui est lisible par l'homme, parce que c'est quand même bien pratique pour pouvoir vérifier et relire les informations, et accompagné d'un XML. Donc, un XML, je vous ai mis une petite photo de à quoi ça ressemble. C'est un format qui est compréhensible par la machine et qui est structuré parce que le PPF, les PDP vont savoir comprendre cet XML. Donc, il faut respecter ce format pour que finalement le flux d'informations soit bien accepté par les plateformes. Dans le format, bien sûr, il y a un certain nombre de données qui vont être obligatoires de transmettre. Quand vous allez passer à la facture électronique et commencer à émettre via les plateformes vos factures, il y aura un certain nombre de données à transmettre, parmi lesquelles les sirènes du fournisseur et le numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur. Et puis, il faudra faire la même chose côté client, sirène et numéro de TVA du client. Je sais que ça ne va pas forcément être simple pour tout le monde, mais on pourra en reparler. Parmi les informations, j'ai essayé de faire ressortir en gras les informations qui étaient importantes. Il y en a qui sont déjà obligatoires, donc finalement, ça ne nécessitera pas d'efforts supplémentaires. Il y aura bien sûr le numéro de facture,
tous les éléments liés à la TVA, parce que ça, c'est forcément les informations les plus importantes pour l'État, et puis un certain nombre de mentions qui devront s'ajouter si vous êtes dans ce cas-là. Mention d'autofacturation, ça va exister beaucoup dans le monde agricole, par exemple. Auto-liquidation, etc., etc. Donc, ça va faire partie des choses sur lesquelles il va falloir se préparer pour avoir toutes les données pour ensuite former les formats, les factures au bon format. On a parlé, donc ça, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Le e-invoicing, si je reviens un peu en arrière, c'est le fait de transmettre au bon format des factures à mes clients qui sont des clients B2B. Et on a vu tout à l'heure dans les obligations que j'avais aussi obligation de transmettre des informations pour mes clients B2C et mes clients B2B à l'international. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est aussi de la transmission de données, mais qui est complémentaire à l'e-invoicing. Comme je vous le disais, c'est international, B2C, et ça va aussi concerner tout ce qui est encaissement de factures et transactions B2C sans facture lorsqu'elles portent sur de la prestation de service dont la TVA est collectée à l'encaissement. Donc ça dépend du choix que vous avez fait pour votre entreprise. Plus précisément, comment on transmet ces données? Parce qu'on a l'impression que comme il n'y a pas de document, comment on va transmettre ces données? Alors, tout va dépendre finalement comment vous avez l'habitude d'établir votre facture ou comment, dans les années à venir, vous allez décider de le faire. Soit vous passez par une facture émise sous forme électronique. Finalement, peu importe le type de client, vous faites une facture électronique. Et bien là, c'est plutôt assez simple. Vous la transmettez directement au PPF. Vous allez ensuite pouvoir mettre à jour les flux de cycle de vie et dire que le paiement a bien été encaissé. Et finalement, il n'y aura pas de différence de traitement entre vos clients B2B et vos clients B2C et international. Mais ça nécessite d'être capable, pour toute transaction, de faire une facture électronique et de la transmettre sous format e-invoicing. Autre possibilité, vous établissez une facture, mais elle n'est pas dans un des 3 formats du socle, comme on a dit tout à l'heure, facture X, UBL ou C2I. Et bien là, en fait, il va falloir adapter vos processus et transmettre des flux de e-reporting via le PPF. Heureusement, les opérateurs de dématérialisation vont pouvoir vous aider à faire ça, pour construire le flux, pour qu'il soit compris par le PPF. Il y en a ici 2 types dans ce cas, déclaration transaction facture, et le deuxième pour transmettre les données de paiement, qui est le flux déclaration paiement facture. Et puis troisième cas encore, là, il n'y a pas du tout de facture. Ça peut arriver sur des petits montants ou ou en B2C, voilà, quand vous vendez du matériel, des choses comme ça, il n'y a pas forcément de facture. Et bien là, finalement, vous aurez la possibilité d'une part d'agréger vos données, c'est-à-dire au lieu de dire vous avez fait 30 ventes dans la journée, finalement, vous allez faire qu'un seul flux pour vos 30 ventes, ce sera le flux de la journée, et vous allez faire une déclaration de transaction. Et puis ensuite, vous allez exprimer un flux de déclaration de paiement de transaction, puisque derrière, il faut bien dire que ça y est, la TVA a été collectée. Je pourrais, si besoin, vous donner plus de précisions, et notamment sur un des points qui est important à connaître, c'est le fait que la fréquence et le délai de transmission des données de e-reporting vont dépendre de votre régime de TVA. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, parce que c'est un petit peu complexe et qu'il y a quand même pas mal de cas. Mais s'il y a des questions, eh bien, n'hésitez pas, on vous transmettra ces informations-là. Et on vous éclairera un peu sur l'e-reporting. Dernière forme d'e-reporting, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est pour compléter. Finalement, en plus de transférer les informations liées aux transactions, eh bien, il faudra suivre et actualiser le statut des factures. Donc là, il y a un petit schéma pour vous expliquer que, eh bien, déjà, en tant que fournisseur, quand vous déposez une facture sur le PPF, le portail public de facturation, il y aura un premier statut obligatoire qui sont en vert sur le schéma, c'est déposer.
Ensuite, vous avez des statuts qui sont facultatifs, qui ne portent pas de couleur. Et puis, les statuts en jaune, comme ça, qui sont recommandés. Vous pouvez utiliser, surtout si ça vous aide dans votre gestion. Et donc, vous avez comme ça un parcours où le statut de la facture va être régulièrement mis à jour, soit par le fournisseur, soit par l'acheteur. Vous, en tant que fournisseur, les deux statuts qui vont être importants, c'est le fait de déposer la facture sur une des plateformes et le fait d'indiquer que le paiement a bien été réceptionné. Et en tant que client, les statuts que vous devez pouvoir gérer, c'est le fait que la facture a été rejetée, par exemple parce que elle ne correspond pas au bon format, elle ne contient pas toutes les informations requises, ou que vous avez refusé la facture pour X raisons. Et donc là, pareil, vos outils demain vont pouvoir vous aider à automatiser ces flux. En synthèse, si on reprend un petit peu tout ce que je viens de dire. Une facture électronique, c'est une facture qui est émise, transmise et reçue sous une forme dématérialisée, qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous forme structurée. Il faut que ce soit structuré pour que le PPF puisse récupérer les éléments importants. La facture, elle est adressée au client par l'intermédiaire d'une plateforme, soit le PPF public gratuit, soit une PDP payante et partenaire de l'État. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai des clients en B2C et à l'international? Eh bien là, je dois transmettre mes informations de transaction et de paiement via le e-reporting. Voilà, j'espère que les principaux éléments pour vous sont clairs. Et puis, je vous propose de rentrer dans la dernière partie de notre présentation. Finalement, le passage à l'action. Comment se préparer et anticiper la réforme? On va vous détailler quelques étapes. Première étape, ce qui peut être bien dans votre organisation, c'est de nommer un référent en interne. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui va peut-être suivre, OK, nous, on a tel besoin, on a besoin de mettre en place ou de changer nos process internes pour y parvenir. Peut-être qu'il faut suivre des évolutions sur nos outils. C'est bien d'avoir une personne peut-être qui va suivre, qui va faire de la veille et qui va être l'interlocuteur avec Octeo sur ce sujet-là pour pouvoir suivre et être sûr d'être prêt au bon moment. Ensuite, il va falloir préparer vos données. Je vais rentrer dans les détails juste après. Et puis, il y a des nouvelles mentions obligatoires à votre facture qu'il va falloir intégrer. Quelles sont-elles? Au moment où vous allez émettre vos factures, donc l'application de cette mesure vient en même temps que l'obligation d'émission de la facture électronique. Donc, la première mention, c'est le numéro de SIRET ou sirène de votre client. Donc ça, par exemple, si vous n'avez pas ces données-là encore dans votre GESCOM ou dans votre base client, etc., il faut commencer tout de suite à mettre à jour ces données, bien sûr, sauf pour les clients particuliers qui n'en ont pas. Deuxième mention, l'adresse de livraison des biens, si celle-ci est différente de l'adresse de facturation et si l'opération consiste en une vente de biens. Bien sûr, la prestation de service n'est pas concernée. Donc là, pareil, on met à jour les adresses. La nature de l'opération est une mention qui va devenir aussi obligatoire. Donc là, 3 possibilités. Soit c'est une livraison de biens, soit c'est une prestation de service, soit c'est un mixte des deux. Donc là, c'est pareil, automatisé, de sorte à ce que sur les factures, il puisse être mentionné la bonne nature de l'opération. Et quatrième, l'option pour le paiement de la TVA. Donc si la taxe d'après les débits est optée, la mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits » doit figurer sur votre facture. Et ça, le conseil que je peux vous donner, c'est d'anticiper parce que voilà, ça peut représenter un petit peu de boulot. Deuxième étape, on souffle, zen. La réforme, elle est progressive. Vous l'avez vu sur le calendrier. Finalement, au 1er juillet 2024, assez peu de factures seront concernées par la réforme, puisque c'est surtout les grandes entreprises qui vont être dans l'obligation d'émettre leurs factures sous format électronique. Par contre, les autres entreprises, elles auront le choix de commencer un peu avant, mais en tout cas, ça va s'étaler jusqu'à 2026. Ça veut dire qu'il nous reste du temps pour nous préparer. Et du coup, troisième étape,
qu'on vous propose. Tout d'abord, identifier et analyser vos flux chez vous. Je vais vous en dire un petit peu plus. Comment très concrètement réaliser ces étapes-là. Ensuite, il va falloir adapter vos outils. Parce qu'on l'a vu, la facture électronique, c'est de l'émission jusqu'à la réception et archivage. Donc, il faut avoir des outils adaptés et puis il faut savoir communiquer aussi avec les plateformes. Et puis, bien sûr, il va falloir choisir sa plateforme, sa ou ses plateformes. Donc, tout d'abord, comment on fait pour identifier et analyser les flux? Tout d'abord, je commence par lister mes outils. Tous les outils que j'utilise, moi, en interne, dans mon organisation. Et pour chacun d'eux, je vais essayer de répondre à ces questions. Est-ce que cet outil génère des factures? Si oui, ça veut dire que cet outil va être concerné par la réforme de la facture électronique. Les questions qui vont suivre, c'est est-ce que finalement, je sais que mon outil sait déjà où est-ce qu'il saura faire de l'e-invoicing entrant et de l'e-invoicing sortant? Est-ce que cet outil saura gérer les statuts de cycle de vie? Je pourrais faire passer, mettre à jour le statut de ma facture. Et puis, est-ce que cet outil sait faire du e-reporting pour le B2C et l'international? En fonction de ça, je saurai finalement quel est le périmètre d'action et d'évolution qu'il va falloir que je mène, moi, dans mon organisation. À cela, finalement, vous allez être, en fonction de vos cas, dans différentes situations. Et Octéo, on va pouvoir vous faire des propositions, vous apporter des solutions, vous conseiller sur ce qu'il convient de faire. Alors, première situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Vous avez une chaîne de facturation qui est traitée par une solution intégrée par Octéo, mais non éditée par Octéo. Donc là, l'action à mener, c'est finalement de se rapprocher de votre consultant pour en savoir plus sur votre chaîne de facturation. Aujourd'hui, ce que je peux déjà vous dire, c'est que si votre chaîne de facturation, c'est Sage, Cegid ou EBP, ces trois grandes sociétés vont se mettre en ordre de marche, de sorte à ce que si vous utilisez la partie GESCOM de ces outils, vous pourrez faire de l'e-invoicing. Si vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas de solution de gestion, ni pour faire de la facture, peut-être même pas pour faire de la comptabilité, vous n'avez peut-être pas une solution qui vous permet de gérer de manière unique et centralisée toutes les informations clients, par exemple, ou de faire de l'automatisme pour gérer vos paiements de factures ou pour archiver vos factures. Finalement, on peut peut-être vous proposer un ERP qui va être multifonction, on va dire, et qui ne va pas forcément répondre qu'aux besoins de la facture électronique. Et puis, deux autres situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Soit votre chaîne de facturation, elle est traitée par une solution éditée par Octéo. Donc, Octéo a la main sur cet outil pour générer de la facture électronique. Soit finalement, vous savez que votre outil saura gérer la facture électronique, mais vous voulez aller encore plus loin dans la dématérialisation. Et là, finalement, notre offre, c'est Dématéo. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque Dématéo se positionnera en tant qu'opérateur de dématérialisation. Comme je vous le disais, le but, c'est de vous fournir du service pour automatiser vos flux, pour pouvoir connecter vos outils. Je vais vous en dire un petit peu plus. Et là, on va pouvoir vous proposer du service de dématérialisation qui n'est pas que lié à la facture électronique. Je vous en dis un petit peu plus maintenant. Vous avez, par exemple, en interne, un ERP, Magisoft, Migest ou autre. Vous avez peut-être d'autres outils métiers, comme Fourmi, AGDS, Junix, etc., qui ont un module de facturation. Et bien finalement, ces outils, aujourd'hui, ne proposent pas la facture électronique. Le fait de pouvoir émettre au bon format ma facture et les transmettre directement au PPF. Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Finalement, c'est une plateforme qui s'appelle Dématéo, qui sera outillée d'un connecteur spécifique à votre outil métier, qui saura transformer les informations, les données récupérées de votre outil pour formaliser, éditer les factures sous format FactureX, les transmettre au PPF, et derrière, vous proposez un ensemble de services complémentaires comme la signature électronique si vous voulez gérer vos contrats. Je sais qu'il y en a qui le font déjà. Pouvoir faire de la GED, ça veut dire archiver mes factures pour les avoir et pour pouvoir derrière avoir une meilleure recherche, par exemple. Proposer du paiement en ligne, c'est-à-dire que dès lors que mon client reçoit la facture, je lui offre un moyen de paiement
par carte bancaire. Je vais pouvoir faire de l'analyse et de la BI pour savoir où j'en suis. Tiens, ce mois-ci, combien j'ai facturé, ça fait combien de chiffres d'affaires, combien de factures sont en retard de paiement, etc. etc. Bien sûr, une authentification sécurisée à ces différents outils, de la valeur probant pour s'assurer que mes documents, notamment, sont stockés et ont la même valeur que si je les avais déposés sur le PPF. On pourra en reparler de ce sujet valeur probante. On va pouvoir vous offrir un service d'intelligence artificielle, par exemple. Jusqu'en 2026, je peux toujours recevoir des factures sous format papier, puisque peut-être mon fournisseur est une PME. Et pour gagner du temps, au lieu d'extraire à la mano des informations, je passe par une intelligence artificielle qui va récupérer toutes les données de la facture et m'aider à faire de la ventilation analytique et à transmettre derrière ces informations à ma comptabilité. Et puis, l'un des services qu'on peut vous proposer, ce n'est pas exhaustif ici, c'est la validation des factures. C'est-à-dire aujourd'hui, dans votre organisation, peut-être que vous avez un circuit où telle personne doit valider ou tel groupe de personnes doit valider des factures. Eh bien, j'automatise et je fais de la traçabilité sur ces validations et je le fais surtout de manière dématérialisée. Donc, si finalement je devais conclure ce webinaire, ce serait de dire Octéo, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, peut vous apporter des solutions. Ne pas forcément céder aux sirènes des PDP qui se prétendent être forcément l'unique plateforme par laquelle vous devez passer. Donc, vous n'avez pas cette obligation-là. Vous pouvez très bien passer gratuitement par le PPF. Nous, on vous offre, on vous met à disposition des connecteurs. Qu'est-ce que je peux vous dire plus? Et voilà, le but, c'est peut-être aussi de continuer à réfléchir sur comment vous voulez adapter vos processus de sorte à ce que vous puissiez en sortir gagnant de cette réforme et de ne pas complètement la vivre comme une contrainte. Et donc, nous, on aura plaisir, bien sûr, à vous accompagner dans cette démarche-là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et peut-être à redonner la main à Mariva qui va vous rappeler un petit peu ce qu'on vous... Voilà. ce qu'on vous propose pour la suite. Voilà, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'avoir préparé ce webinaire, ce premier webinaire, parce que j'espère, et je pense qu'il y en aura d'autres pour vous présenter d'autres choses, pour vous détailler ce qu'Aurélie a pu vous présenter. Hein. C'est vrai qu'une heure, c'est assez court, donc voilà, si ce format vous plaît, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra refaire. C'est aussi un temps d'échange et voilà, ça évite aussi de faire venir tout le monde au même endroit. C'est pas toujours évident. Donc voilà, merci d'avoir répondu aussi nombreux pour ce webinaire organisé. Hein. Vous êtes un peu plus de 40 participants aujourd'hui. Donc voilà, on est très content d'avoir pu vous présenter ce sujet qu'est la facturation électronique, qui est un sujet qui a l'air complexe, mais voilà, qui peut faire peur, mais qui est là, qui va arriver. Donc, il faut qu'on le maîtrise. Et donc, nous, voilà, chez Octéo, on sera là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans ce changement qui va se faire petit à petit. Hein, comme dit Aurélie, ça ne va pas se faire sur une année. Hein, on a quelques années devant nous pour voir, mais voilà, l'une des valeurs clés d'Octéo, c'est l'anticipation. Donc voilà, là, c'est ce qu'on vous propose ici, c'est d'anticiper cette réforme afin qu'elle soit la plus simple possible pour vous. Donc voilà, on voulait vous redire qu'on est là dans ce processus d'accompagnement adhérent pour cette nouvelle réforme. Voilà, on ne peut pas y échapper, donc voilà, il faut y aller, donc autant y aller sereinement. On va peut-être prendre des questions. Je vois que j'ai déjà commencé à publier les questions qui ont été posées. Hop, je vais juste les mettre à l'écran pour qu'Aurélie puisse les voir aussi et pour qu'on puisse y répondre tous ensemble. Hop là, voilà.
Pardon. Donc, l'une des premières questions, donc vous pouvez voir les questions qui ont été posées. Si vous allez vous-même dans l'onglet pour poser les questions, il y a aussi les questions qui ont été posées. Donc, Monsieur Boubet qui demande, voilà, vous êtes des OPA qui s'adressent à des éleveurs. Environ un tiers ne sont pas informatisés, donc je pense que ça dépend aussi de certains secteurs, de certains organismes. Comment vont-ils faire pour recevoir leurs factures? Alors, parmi vos adhérents éleveurs, ceux qui sont assujettis à la TVA auront la même obligation que vous de recevoir les factures sous format électronique. Donc là, malheureusement, ils n'auront pas le choix. Ils devront soit prendre un outil qui est connecté au PPF, donc c'est ce qu'on va proposer notamment via Dématagri, soit ils devront se connecter directement sur le PPF pour récupérer leurs factures. Par contre, parmi les éleveurs qui, eux, ne sont pas assujettis à la TVA, eh bien là, finalement, c'est vous, en tant qu'OPA, qui aurez la possibilité, vous pourrez continuer à fonctionner comme aujourd'hui, c'est-à-dire que comme ils ne sont pas assujettis, vous pourrez continuer à leur envoyer les factures par papier, par exemple, ou sous forme dématérialisée, bien sûr, via nos outils, puisque ça facilite quand même grandement la tâche. Mais voilà, s'ils sont assujettis, pour eux, en tout cas, l'obligation sera en vigueur. Après, vous pourrez toujours continuer quand même à leur envoyer la facture papier, mais légalement, la facture qui fait foi sera celle qui sera sous format électronique. Et sachez aussi que au-delà de l'obligation de recevoir la facture, il y a aussi, comme je vous le disais, des statuts à mettre à jour. Donc, si les éleveurs assujettis à la TVA ne mettent pas à jour les statuts, finalement, ils ne respecteront pas les différentes obligations, et donc ils pourront peut-être être redressés, ou en tout cas avoir des nouvelles de l'administration fiscale. Donc c'est pas forcément dans leur intérêt d'éviter de les faire passer par le PPF. Donc, pour ceux qui ne sont pas assujettis, c'est plus simple. Voilà, alors on n'a pas trouvé de mot français pour définir la facturation hexagonale. Non, alors malheureusement, même dans les spécifications, même dans le cahier des charges de l'administration fiscale, il est bien noté e-reporting et e-invoicing, parce qu'effectivement, la facturation électronique, ça se développe et ça s'harmonise, notamment à l'échelle européenne. Donc, c'est les mots qui vont faire le lien entre tous les pays du continent sur ce sujet-là. Voilà, aujourd'hui, c'est sûr, là, on parle de la réforme en France, mais en effet, ça va plus loin. C'est ce qu'a dit Aurélie, ça va à l'échelle européenne, voire même, je pense, dans le futur, voire mondial. Donc, c'est pour ça, souvent, c'est le vocabulaire anglophone qui est utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop là, est-ce que j'ai d'autres questions? Non, là pour le moment, j'ai pas d'autres. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat questions et réponses. Hop là. Après, si vous n'avez pas d'autres questions instantanément, parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, on en est consciente, il y a peut-être des questions qui viendront après. Nous, on va vous faire suivre le diaporama. Le diaporama qui a été présenté aujourd'hui, vous l'aurez, donc vous pourrez reprendre tranquillement toutes les informations qui ont été données. Je répète, on a enregistré également le webinaire, donc on pourra vous le transmettre, vous pourrez le regarder de nouveau. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez des questions complémentaires. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers vous, à revenir vers nous avec vos questions, et nous, on sera là pour vous accompagner, pour y répondre. Vous avez nos contacts juste sur la dernière slide là. Voilà, donc si vous voulez, voilà, le numéro de téléphone, de toute façon, on va toujours envoyer, donc vous les aurez de nouveau. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hop. Je revérifie une dernière fois que je n'ai pas de nouvelles questions. Non, pas pour le moment.
peut-être de donner plus d'informations sur qu'est-ce qui va se passer pour les agriculteurs, peut-être. Comme je le disais, en fait, hein, pour ceux qui sont assujettis à la TVA, ils auront les mêmes obligations que vous. Hein, donc, ils ne pourront plus, par exemple, à partir de 2024, dans un an, exiger de factures sous format papier. Là aussi, eux auront un certain nombre d'outils qu'ils pourront utiliser, donc soit des Matagri pour recevoir les factures, soit peut-être via des outils de comptabilité qui pourront peut-être les aider à faire un certain nombre d'actions à ce sujet-là. Peut-être qu'on peut construire aussi une offre et avec vous pour leur amener toutes ces informations, parce que j'imagine que finalement, je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine, par exemple, qu'ils aient bien connaissance de cette future réforme. Donc, ça peut-être être aussi intéressant de les préparer en leur expliquant, hein, comme on vient de le faire avec vous aujourd'hui. Peut-être que ça, ce serait un bon premier pas à faire vers eux. Hop. Et bien, puisque je n'ai pas d'autres questions. Hop. Ça peut être question ou réaction. Il faut le R de Q&R, c'est réaction. Hop, là, je vais redonner la parole à Michel, s'il veut bien nous clôturer. Je vais voilà, le partage. Hop. Michel, normalement, j'ai autorisé J'ai ouvert mon micro, ça passe. votre micro. On vous entend. Il faut me faire signe, ouais, c'est bon. Oui, merci pour ces informations. Moi, je voulais juste peut-être reboucler avec un autre sujet qui est celui de Dématagri, parce que Dématagri, c'est l'outil typique pour l'agriculteur, mais pour gérer la dématérialisation de tous ces documents, pas uniquement la facture électronique, évidemment. Ça permet aussi de gérer des bons de livraison, de gérer une ordonnance de vétérinaire, de gérer une prescription pour des produits phyto, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. On gère beaucoup de papier. Ça permet de gérer les documents aussi bien chez soi sur son ordinateur de bureau que sur son smartphone, dans la ferme, sur l'exploitation ou dans tout lieu où il y a une connexion, il n'y aura pas de souci. Donc, c'est un outil qui est complémentaire à Dématéo et qui s'inscrira dans le panel des outils qu'Octéo va pouvoir vous offrir, les solutions qu'on va pouvoir vous offrir. Donc, ça sera l'outil qui permettra d'améliorer la connexion d'une structure qui apporte des services aux agriculteurs avec cette plateforme de dématérialisation et d'aider l'agriculteur, lui, à gérer ses documents. Voilà. Merci à tous. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et puis, Mariva en particulier, ou Aurélie peuvent répondre à toute sollicitation, et les équipes techniques également. Ce sera avec grand plaisir. Merci à tous les participants. Je pense que le nombre de participants est révélateur du sujet et de l'intérêt sur cette question. Tout à fait. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour nous suivre sur ce sujet, qui est un peu technique en plus. Ouais. Hop. Je reprends juste la main une dernière seconde. J'ai une question de dernière minute. Hop. Voilà, concernant... Hop, je la mets là. Voilà, concernant AGDS et le coût des Mathéo. Donc pour le... Attends, j'ai pas eu le temps de Pardon. la question. Non, alors, première question sur la partie AGDS. En fait, ce que l'on réfléchit, nous, d'abord, c'est de proposer le connecteur dont je vous parlais, qui sera disponible pour chacun des adhérents AGDS. Finalement, ce sera libre, hein, bien sûr, hein, il n'y aura pas d'obligation à choisir ce connecteur-là, mais en tout cas, on se doit de vous proposer une solution technique pour que ce que vous pouviez faire dans AGDS soit poursuivi ensuite dans la plateforme des Mathéo pour que vous soyez en conformité avec la réforme de la facturation électronique. Et puis la deuxième question, pardon, parce que je réfléchis. Pour le coût des Mathéo, donc le coût des Mathéo, ce sera en fait en fonction des services souscrits. Hein. C'est la dernière diaporama d'Aurélie, hein, où on voyait tout un panel de services. Donc ce sera plus un coût à la carte, hein, à faire au cas par cas.
Donc, voilà. Et peut-être pour reformuler ma réponse, maintenant que je la relis, d'un point de vue technique, c'est Octeo qui gère directement, on va dire, entre outils AGDS et outils des Mathéo. Et par contre, sur la partie commerciale, est-ce que vous souhaitez utiliser des Mathéo? Ben là, c'est structure, pas structure. Et bien sûr, peut-être qu'à l'échelle d'AGDS, vous pourrez en parler entre vous pour voir si ça vous intéresse, si peut-être vous avez des idées ou des choses à nous proposer. Voilà. Plus de ce qu'on vous offrira. Voilà, c'était la dernière question de la dernière seconde. Donc, on est plutôt à l'heure pour la cour webinaire. Donc, on va clôturer. Et encore merci à tous d'avoir été présents pour ce premier webinaire. Et puis, voilà, comme je vous disais, ça ne s'arrête pas là. On refera des interventions. N'hésitez pas à nous poser vos questions a posteriori. On va vous envoyer de la documentation pour pouvoir revoir toutes ces informations. Et bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.